Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. On peut parler désormais de provocation. Hier soir, 2 drones ont de nouveau survolé 2 centrales nucléaires françaises, ce qui porte à 9 le nombre d'installations visitées, et ce, malgré la plainte ouverte par EDF et le début de l'enquête. Naturellement, cette affaire relance le débat récurrent sur la sécurité des sites nucléaires. Ces drones qu'on peut acheter désormais dans le commerce peuvent être équipés de caméras, mais pourquoi pas d'explosifs. Les drones sont parmi nous, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler aujourd'hui, Alain Juillet, président du Club des directeurs de sécurité des entreprises, président de l'Académie de l'intelligence économique, ancien directeur du renseignement à la DGSE, la Direction générale de la sécurité extérieure. Yannick Rousselet, chargé de campagne nucléaire chez Greenpeace France. Votre ONG a démenti toute implication dans les survols de drones. Naturellement, nous y reviendrons au cours de cette émission. Jean-Vincent Brisset, directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut de Relations internationales et stratégiques, ancien général de brigade aérienne. Citons votre manuel de l'outil militaire, publié chez Armand Collin. Éric Denessé, directeur du Centre français de recherche sur le renseignement. Parmi vos ouvrages, je cite le dernier, Les services secrets israéliens, chez Talandier. Est-ce que ça vous convient les uns les autres si je commence cette émission en parlant de provocation à propos de ces 2 survols de centrales nucléaires qui sont intervenus alors même que l'enquête est ouverte, alors même qu'on avait évoqué déjà 7 survols de sites nucléaires français. Alain Juillet. Bon, moi je dis pas que c'est une provocation. Je pense simplement qu'à partir du moment où il y a médiatisation d'une action, il suffit que la première fois on a parlé d'un drone qui avait survolé une centrale nucléaire, il y a tous les gens qui ont envie de faire pareil. Alors plutôt que d'aller photographier la voisine qui est en train de bronzer dans son jardin, on envoie son petit drone pour aller poursuivre. Il y a les faux clowns et les drones en ce moment, c'est ça que vous nous dites, quoi. Et moi je crois que non, je pense que le problème est un problème très sérieux. Alors moi je vais pas dire que c'est pas sérieux, mais ce que je veux dire c'est que là on est en train d'assister, vous allez voir, il y en aura des dizaines, parce que le temps que EDF trouve une parade à effectivement ces petits drones qui sont trop petits pour avoir été pris en compte dans les approches sécuritaires passées. Yannick Rousselet ? Écoutez, oui, moi je pense quand même qu'il y a un caractère de provocation. On a quand même hier un ministre de l'Industrie, de l'Intérieur qui est extrêmement ferme. Bernard Cazeneuve hier dit on va neutraliser ces drones. Et le fait de recommencer quelques heures après le même type de démarche, quand même quelque part, il y a des gens qui jouent un peu avec le feu parce que on a une réglementation, etc. Alors après, sur ce qui vient d'être dit, moi je partage pas parce que clairement l'ensemble des premiers survols n'était absolument pas public. Et malgré tout, la série a continué. Donc cet effet de boule de neige, qui est à craindre, je suis tout à fait d'accord que ça peut générer maintenant des envies. Mais quand même, il y a eu toute cette série. Puis on parlait de 9 sites. On va rappeler que ça a commencé mi-septembre. Voilà, ce que j'allais dire. Vous avez parlé de 9 sites, c'est plus compliqué. Ça a commencé quand même bien avant, puisque le 14 septembre, il y a survol de Saclay, qui n'a pas été reconnu publiquement, mais le CEA, hier, a bien reconnu que maintenant c'est dans les mains de la justice. On a Pierre Alatte, qui est donc sous la responsabilité d'Areva, qui pour le moment n'a pas été communiqué par Areva, mais dont on est absolument sur l'information, c'était lundi 27. Donc il y a beaucoup plus de sites que ce qu'on nous a dit jusqu'à maintenant, ça c'est bien clair. Et ensuite, donc, pendant très longtemps, c'est pas public. Donc cet effet boule de neige, même si maintenant il peut arriver, il peut... Yannick Rousselet, les gens qui nous regardent se disent, dis donc, est-ce qu'il est bien informé? Il serait pas derrière tout ça? Vous savez ce qu'on se dit, depuis le début de cette affaire, les yeux se tournent naturellement vers Greenpeace. On l'a dit et répété, lorsqu'on agit systématiquement, lorsqu'on a fait des survols, même il y a très longtemps, je me rappelle à Melox, on a immédiatement prévenu, lorsque c'est trop tard pour nous empêcher de le faire, évidemment, mais on prévient les autorités de la démarche pour bien être clair que c'est Greenpeace qui le fait. Quand on a survolé Bugey, vous avez vu cette voile jaune écrite en grand Greenpeace, nous revendiquons à visage découvert toujours ce que nous faisons. Clairement, cette fois-ci, nous n'avons aucune idée. Et même en ayant enquêté, on va dire parmi nos amis ou nos collègues, d'abord, on n'en voit pas ceux qui auraient la capacité d'organiser quelque chose d'aussi organisé. Et puis, on a enquêté, et visiblement, c'est personne de ces gens-là. Je veux dire, alors il y a un problème, c'est qu'on a voulu absolument contacter le fonctionnaire de défense pour lui expliquer que c'était pas nous, parce que il faudrait pas que l'enquête aille à la facilité, c'est-à-dire tout diriger vers le mouvement antinucléaire, alors que clairement, pour nous, ça vient pas de là, quoi. Donc, la question qu'on se pose tous, si ça vient pas de vous, ça vient de qui, Éric Denessé ? Vous avez des hypothèses, vous, ou pas ? Non.
Non, et pour l'instant, il est trop tôt pour le dire. Comme Alain Juillet l'évoquait, il y a de toute façon un phénomène de copie. C'est un phénomène qui est quand même assez vieux. Les micro-drones, enfin les micro-drones, les petits drones qui relèvent jusque-là, je veux dire, de l'aéromodélisme. Souvent, on ne savait pas que ça existait, on n'y faisait pas attention. Maintenant, on les voit et donc on en voit 2 fois plus. Et j'ai envie de dire, la communication du ministère de l'Intérieur me paraît assez catastrophique, puisque Bernard Cazeneuve, après avoir répondu aux terroristes il y a quelques semaines, là répond aux gens. Ça ne va faire que multiplier les tentatives. Il n'aurait pas dû s'exprimer sur ce dossier, non, selon sincèrement, vous? si on est, je pense qu'on n'a pas assez d'informations. Il y a soit une stratégie qui est mise en face, soit c'est aussi 6, 8, 10 individus différents qui chacun envoient un drone sans se coordonner. Vous y croyez quand même une nuit où il y a eu 4 survols, je crois, en même temps, c'est ça? 19 octobre, Alors, il y a ça paraît organisé. à la même date. Alors, on verra après tout à l'heure dans les hypothèses, dans les explications possibles. Il y a d'autres éléments qui peuvent laisser soupçonner que certains groupes aujourd'hui mènent des actions particulières. Mais ne partons pas. Certains groupes, ça veut dire quoi? Vous parlez de quel groupe? Depuis plusieurs années, et notamment depuis plusieurs mois, un durcissement des groupes autour de Notre-Dame-des-Landes. On a vu ce qui s'est passé, ce qui se passe aujourd'hui dans le Var. Et ce qui est très intéressant, et je le dis en présence du représentant de Greenpeace, c'est que tous ces mouvements, on est d'accord, on n'est pas d'accord avec eux, ont une base légitime. Qu'on soit pour l'écologie, qu'on soit pour le droit des animaux, qu'on soit pour l'altermondialisme, un débat existe, mais on voit toutes ces mouvances, qu'elles soient, se radicaliser de plus en plus vite. Et d'un côté, il y a des militants avec lesquels le débat est possible, et toutes ces mouvances donnent naissance à des groupes ultra radicaux qui aujourd'hui sont de véritables terroristes. On le voit sur le site de Notre-Dame-des-Landes. Il y a des individus corrects et il y a de véritables groupes qui sont là, qui partent s'entraîner avec les Ukrainiens, qui passent à l'action armée. Et un certain nombre d'entre eux sont en ce moment en train de tester des techniques d'agitation propagande et de sabotage qui échappent aux mouvements classiques comme Greenpeace et quelques autres, et qui deviennent incontrôlables. C'est très important. Ce que vous nous dites, vous faites le parallèle avec ce qu'on a vu concernant le barrage de Sivens. C'est la même population? Oui, parce que les tickets de bus étaient à 45 €. Il y a un car entier qui est parti de Notre-Dame-des-Landes pour descendre dans le sud-ouest. Il y a souvent d'ailleurs des individus qui viennent d'outre-Atlantique derrière ces pratiques-là. Donc Ce sont ces groupes qu'on appelle les Black Blocs, ou ça n'a rien à voir? C'est un des groupes. Il y a des tas de groupes, il y a les clowns, il y a énormément de groupes. C'est une nébuleuse. Et ce que nos concitoyens ont du mal à faire, c'est que à chaque fois, ça part d'idées légitimes, qu'on soit d'accord ou pas. Greenpeace est sur un débat qui est devenu, à mon sens, beaucoup plus légitime, mais il y a au sein de ces groupes des individus qui sont ultra radicalisés, qui échappent à la structure et qui aujourd'hui rentrent dans des actions de type. Ces groupes dont vous parlez sont une action militante qui est dirigée contre la France. Je parle pas de groupes militants, je parle de groupes terroristes. Groupes terroristes. Vous avez raison de faire cette précision-là. Alors, ces groupes terroristes sont-ils dirigés contre la France en particulier, ou est-ce que ce sont des groupes européens? Comment est-ce que vous évaluez la menace au fond pour Je vais vous dire, ça dépend des groupes et ça dépend des moments. On voit aujourd'hui sur tous ces mouvements contestataires qui émergent une structuration en 5 niveaux. À chaque fois, il y a un intellectuel, un religieux parfois, qui pose le problème. L'avortement, l'anti-avortement, l'écologie, la défense de la planète, le droit des animaux. Deuxième stade, on voit le niveau associatif qui se développe. C'est-à-dire que les gens se réunissent, consolident leurs idées. Encore une fois, il y a toujours quelque chose de positif dans ce débat. Troisième niveau, on arrive au prosélytisme et à l'activisme. C'est-à-dire que là, on essaie de recruter des individus. Ces 3 niveaux-là, on reste dans le cadre de la loi. Quatrième niveau, l'activisme. Sommet de Seattle, sommet de l'OTAN. Là, il y a les casseurs, il y a les Black Blocs. Cinquième niveau, nous ne sommes pas encore trop touchés en France là-dessus, le passage à l'action terroriste. Je rappelle qu'aux États-Unis, des groupes comme le Front de libération des animaux, le Front de libération de la terre, sont sur la liste noire des organisations terroristes au même titre qu'Al-Qaïda. Ils arrivent progressivement en France. Alors, le danger, c'est évidemment de les confondre avec Greenpeace. Mais il faut aussi le dire, on le voit, la SPA, parce qu'elle ne contrôle pas tout, va donner naissance à des éléments radicalisés qui vont au nom du droit des animaux et c'est dans cette direction-là. Et parfois, certains éléments d'une organisation comme Greenpeace, parce qu'ils ne sont pas satisfaits de ce que fait l'organisation, vont la quitter ou, sans le dire, vont passer dans des franges radicales. Encore une fois, ne mélangeons pas tout. Non, puis l'enquête est en cours, voilà. pour le coup. Donc ce sont là que des hypothèses que vous avancez. Ces groupes-là, en ce moment, testent toute une série de choses, et notamment des drones. Éric de Nessay, vous avez parlé de militantisme. Oui.
Quand vous dites qu'ils testent des drones, vous avez des éléments? Oui. Parce que bon, nous, on les connaît quand même, on les côtoie. Personnellement, j'ai vraiment pas le sentiment que ces gens-là aient des capacités. Alors, ils ont des capacités de mobilisation, etc. Ils l'ont prouvé. Mais par contre, aller manipuler de la technologie, on va dire, pour moi, je pense que vraiment, ça paraît pas quelque chose. Là, en l'occurrence, et on y reviendra dans l'émission, manipuler un drone, c'est pas très compliqué. Alors, attends, juste pardonnez-moi, messieurs. Chacun votre tour, s'il vous plaît. J'ai une question. On a parlé de militantisme. Est-ce que militant ou menaçant, est-ce qu'il y a une réelle menace dans ce qui s'est passé là ces derniers jours? On s'est dit, tiens, on peut survoler l'espace aérien, même en étant un drone, un micro-drone d'une centrale. On ne fera pas de Tchernobyl avec ça. On pourra abîmer la centrale, on pourra la faire mettre à l'arrêt, on pourra provoquer des pollutions internes gérables. Je ne pense pas qu'on puisse sortir de l'enceinte, enfin des confinements, mais ça sera quand même une obligation d'arrêter la centrale. Ça coûtera des dizaines de millions d'euros. Ça pourrait amener à être obligé de faire un coffret sur la centrale, enfin la tuer, la centrale. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir, au point de vue technologique, la manipulation d'un drone, c'est pas un problème. Apprendre à piloter un drone, c'est pas un problème. Apprendre à construire des drones, des gros drones, et les faire voler avec des charges relativement importantes, c'est pas un problème. Le Hezbollah a montré qu'il savait faire. Il y a des plans qui circulent partout. Donc un drone de 4 kilos, qui emmène 4 kilos de charge, c'est pas un problème. Par contre, sur le plan technologique, si on veut être un terroriste efficace, il y a des méthodes extrêmement plus simples que de s'amuser à fabriquer un drone. On savait radiocommander des avions qui existaient déjà, les modifier pour les radiocommander. On savait faire ça en 1944. Alors ça pesait très lourd à l'époque. Maintenant, avec 500 grammes d'électronique et puis 2 kilos d'actuateurs, vous réussissez à faire un avion radiocommandé et qui va vous emmener 500 kilos de charge. Ça, c'est pas un problème technique. Alors, nous allons poursuivre cette discussion, mais d'abord, l'opération, on l'a dit un petit peu au début de cette émission, est organisée. La nuit dernière, ce sont les centrales de Golfech, dans le Tarn-et-Garonne, et de Penly, en Seine-Maritime, qui ont donc été survolées. Le gouvernement et EDF ont beau dire qu'il n'y a pas de menace avérée contre les installations, qu'il s'agit de mini-drones. 9 appareils sont quand même parvenus depuis la mi-septembre à survoler des sites nucléaires français. L'enquête est en cours et le mystère reste entier. Laurent Seyda Diop, Ohan Nguyen et Sarah Sisman. Hier soir, il est 21h lorsque les gendarmes de Seine-Maritime détectent un objet non identifié dans le ciel. Sans aucun doute, un drone. Il survole les installations de la centrale de Penly. Au même instant, à des centaines de kilomètres de là, opération similaire. En simultané, l'espace aérien de la centrale de Golfech est violé. En moins d'un mois, une dizaine de centrales françaises ont été visitées de la sorte. C'est du jamais vu, mais les autorités se veulent rassurantes. Il y a des dispositions de prise sur ce sujet, il y a des enquêtes, il y a des dispositifs de neutralisation qui existent, et c'est des drones, j'entends, et ces dispositifs de neutralisation. Je ne m'attarderai pas sur les modalités de leur fonctionnement, parce que je n'ai pas à le faire. Nogent-sur-Seine, l'une des centrales survolées. Ici, aucun dispositif de sécurité supplémentaire. Mais dès que l'on s'approche d'un peu trop près, les gendarmes sont bien là. Le site en a connu des intrusions, mais jamais avec des drones. Voilà qui a de quoi inquiéter. Bien sûr, on a connu des intrusions, on a connu Greenpeace. Bien sûr, à partir du moment où c'est Greenpeace, on sait à quoi on s'attend, on sait ce qu'il en est. Ça n'a aucun caractère terroriste. Vu le contexte mondial dans lequel nous nous trouvons, et vu ce qui se passe un peu partout, avec des attentats simultanés, avec des attentats très ciblés, on ne peut pas imaginer que ça ne puisse pas arriver un jour ou l'autre. C'est pas possible. Au cœur de la petite ville, le mystère règne, la stupéfaction aussi. Qui a bien pu faire le coup? Ah ben moi, sur le coup, j'y ai pas cru. Tellement c'est énorme. Tellement c'est énorme. Mais maintenant, je réalise mieux, en me disant, mais qu'est-ce qui se passe? Là, c'est quand même, oui, très inquiétant. C'est le Greenpeace ou alors les terroristes? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, parce qu'un disjoncté ou un malade, n'importe quoi, il peut nous faire une connerie phénoménale. Espionnage, terrorisme, ça peut rentrer là-dedans et puis ça peut aller loin quand même. Parce que, bon, la centrale, moi je vis ici depuis longtemps, ça m'a jamais effrayée, mais c'est quand même un sujet à risque. Les hypothèses vont bon train. Greenpeace a démenti avec force toute implication. Et jusqu'à présent, personne n'a revendiqué ces intrusions.
Une seule chose est certaine, les auteurs étaient bien équipés. Ils auraient utilisé des drones de quelques centimètres, mais aussi des engins bien plus gros, 2 mètres de large, capables de faire des dégâts. Les drones peuvent emmener avec eux des missiles extrêmement puissants et donc en l'occurrence ils pourraient servir à attaquer dans la centrale nucléaire des parties vulnérables, les systèmes de refroidissement des réacteurs, les piscines de stockage des combustibles qui sont finalement beaucoup plus vulnérables que les réacteurs eux-mêmes. Ce soir, l'enquête continue. Mais à chaque nouvelle intrusion, le mystère s'épaissit un peu plus. Qui peut bien piloter ces drones fantômes et dans quel but ? Et cette question, pourquoi aucun des drones survolant les centrales nucléaires n'a été abattu par les gendarmes ? Alors, simplement pour une raison technique, parce que c'est très difficile d'abattre un objet volant avec une arme simple, avec une arme, que ce soit un fusil, c'est très compliqué. Les problèmes de DCA, avec des canons, on est à des milliers de coups minutes et on tire des milliers d'obus pour abattre un avion, et c'est beaucoup plus gros. On est obligé... Donc ils ont raison d'utiliser des drones plutôt que des avions télécommandés, comme vous le disiez tout à l'heure. Plus c'est petit, moins il y a de risque. Ouais. Mais même encore maintenant, un petit avion d'aéroclub, ça se faufile extrêmement bien. Ça passe sous les radars, et Mathias Rust a été à Moscou, le Baron Noir a fait les Champs-Élysées, et ils peuvent recommencer demain sans aucun problème. Donc on a un problème, Alain Juillet. Donc on a un problème. Si on n'arrive pas à les intercepter, on n'arrive pas à les voir venir, c'est compliqué, non ? Attendez, mais c'est pas la même chose quand vous avez le Baron Noir qui passe sous l'Arc de Triomphe avec son avion ou le gars qui atterrit sur la place Rouge à Moscou. Parce que ça, c'est un avion, c'est-à-dire ça a une certaine taille. Et à ce moment-là, effectivement, le problème devient un problème technique avec tous les systèmes de défense antiaérienne et les systèmes d'interception qu'on peut avoir. Là, on n'est pas du tout dans le même problème parce que ce sont des tout petits drones, comme on l'a dit, au maximum. Et déjà, ils sont beaucoup plus gros que ceux qui sont passés là, qu'on a montré, ils peuvent transporter jusqu'à 4 kilos d'explosifs, les gros, si on peut dire. Mais non, c'est pas vrai. Celui-là, je vous assure que nous, on en a un, on met 15 kilos, donc non, c'est pas vrai. Vous en avez un, donc, hein. Mais on en a plusieurs. Écoutez, admettons même que vous ayez un. Je note que vous avez un drone. Ah, mais on en a plusieurs. Parce qu'on on fait de l'investigation. Non, mais attendez, jouez pas ce jeu-là. Non, mais c'est pas ce jeu-là, mais c'est vous qui le dites. Je vous dis qu'on a des drones, parce que, par exemple, lorsqu'on fait une campagne en océan, on en a besoin, etc. Et on peut avoir des usages extrêmement nobles des drones, donc on n'a rien contre les drones. La question n'est pas de savoir si on en a. Je vous ai pas attaqué sur ça. Ce que je veux dire, c'est que nous avons des drones. Vous utilisez des drones pour faire des repérages, pour faire des photos ou autre chose. Bon, mais l'usage des drones classiques. Absolument. Bon, là, on voit des petits drones qui passent. Les petits drones en question, je crois qu'il faut. On entend des gens qui. Parce qu'il y a eu des témoignages qui ont été donnés sur. Il y a quelqu'un dans le témoignage qui parle de l'équivalent d'un Predator. Mais le Predator, ça fait 8 mètres de large. Ça tire des missiles. Ça n'a absolument rien à voir. Je crois qu'il y a une méconnaissance, un mélange. Moi, j'essaie de ramener sur la chose à la réalité. Les plus petits, à l'heure actuelle, tiennent dans la main. Les plus grands pèsent la moitié du poids d'une caravelle. Absolument. Donc, il y a un mélange entre les deux. Et justement, les témoignages recueillis pour le moment font état de très petits drones, et aussi de drones de grande envergure. Celui de Pierre Latte, lundi dernier, tourne quasiment pendant 1 heure. Il faut donc une grande autonomie. Il a sous son drone des projecteurs qui éclairent au sol, donc consommation d'énergie supplémentaire. Il ne s'agit plus du tout d'un jouet. Et je trouve dangereux d'avoir des propos qui sont réducteurs. Je veux dire, quel serait votre intérêt à vous? Je ne comprends pas. C'est-à-dire que voilà. Vous dire que ce sont des petits drones, vous considérez que c'est réducteur? Mais oui, parce qu'il y a des petits drones, mais il y a aussi, d'après les témoignages, des gros. Et ça reste un problème, pour moi, important de sécurité. Si vous êtes d'accord les uns les autres, ce qu'on cherche à évaluer, au fond, en faisant cette émission, c'est la menace. Est-ce qu'on joue à se faire peur? Est-ce qu'il faut prendre ce qui se passe très au sérieux? Éric Denessé. Mais je crois que justement on est au cœur du problème, c'est que nous manquons d'informations. Il y a des témoignages et on ne peut pas les mettre en doute, mais on sait que de toute façon, dans ce genre de situation, les témoignages peuvent être faussés. Effectivement, si ce sont des petits drones comme celui que nous avons ici derrière vous, il n'y a pas de risque particulier. Si on a affaire à des gros drones, il y a un vrai risque. Mais du coup, on n'a pas affaire à la même population. Les petits drones sont des choses qui sont quasiment réalisables par un aéromodéliste, sont des choses qu'on peut acheter dans le commerce. Un gros
drone ne rentre pas si facilement. Si ce sont des citoyens français qui l'utilisent, où se sont-ils procurés les pièces? Si ce sont des étrangers, ce sont des choses qui doivent arriver en voiture. Je reçois. Mais à votre avis, Éric Denessé, on va. Pardonnez-moi. À votre avis, est-ce que c'est une situation qui est prise très au sérieux par le renseignement français? Mais moi, je suis surpris qu'on n'ait pas identifié déjà un certain nombre de choses. Un drone, il y a un émetteur pour contrôler le drone. Il y a des gognos, il y a des choses qu'on appelle les gognos. On sait parfaitement quadriller et dire où était l'émetteur. Je suppose que si les vols qui ont eu hier soir, il n'y a pas eu un repérage, c'est qu'il y a vraiment une volonté de laisser faire. Parce que techniquement, il est impensable. Techniquement, c'est facile d'identifier. Il est impensable. Bon, pour avoir fréquenté tous les deux des services qui savent se servir d'une gogno, il n'y a aucun problème. Un émetteur pour ce genre de choses, on sait l'identifier. S'il est radiocommandé. S'il est radiocommandé. S'il est préprogrammé. Voilà. Ceux qu'on utilise sont préprogrammés. Alors, on met des points GPS et des altitudes, il va faire son petit tour et il revient. Bon, s'il est préprogrammé, c'est un peu différent. On a quand même toujours des émissions, des rayonnements, et on sait, on a les moyens techniques de protéger toutes nos centrales en même temps. Mais à condition d'être en veille. Mais là, les tests, c'est après. Non, mais on reconstitue après, mais à en même temps. J'ai du mal avec vous. Si hier soir on n'était pas en veille, c'est qu'il y a quand même une volonté de laisser faire. Non, parce que le problème qu'il y a, c'est que ces tests ont été faits sur plusieurs centrales. Déjà depuis plusieurs mois, il y a eu des tests pour justement mettre en place des émetteurs de brouillage pour les ondes de téléguidage et pour des ondes d'un préprogrammé. Le problème qu'il y a, c'est qu'on s'est très vite aperçu qu'il y avait des interférences entre les méthodes de brouillage et les installations de sûreté dans la centrale. Ça mettait on va dire, en parasitage. Et pour le moment, alors je ne dis pas que la solution technique n'existe pas et qu'il ne va pas falloir la trouver, parce que quel que soit... Mais là, il ne faut pas confondre brouillage et goniométrie. Non, ce que je veux vous dire, c'est que quelle que soit notre position les uns aux autres sur le nucléaire, tel n'est pas le propos. Même si demain il y avait une sortie rapide du nucléaire, on a pour plusieurs dizaines d'années à gérer tout cela collectivement. Donc, de ce point de vue-là, on n'a pas de désaccord. Il va falloir le faire sérieusement. J'espère qu'on va trouver les méthodes. Ce que je veux dire, c'est que tout ce qui a été exploré jusqu'à maintenant est en échec. C'est en échec simplement parce que, je vous dis, il y a la fragilité des systèmes de sûreté, par ailleurs, sûreté et sécurité, qui sont mis à mal par les... Alors, pardonnez-moi. Sur le long terme, alors que moi, ce dont je parlais, c'est le moyen de repérage de l'individu. J'ai une question toute simple. Est-ce que ce qui vient de se passer là a révélé une faille? Clairement. Oui. Au moins ce qui s'est passé hier soir. C'est clair. Au moins ce qui s'est passé hier soir sur le renseignement, il y a une faille. Sur le renseignement technique, il y a une faille lourde. Alain Juillet. Oui, mais si vous voulez, le fait, indiscutablement, tout le monde a été surpris parce que quand les premiers drones, les petits drones sont passés, dans les centrales, on a des systèmes de sécurité pour des avions, y compris des petits avions qui survolent. On donne des alertes. Enfin, il y a toute une série de mesures. Mais là, visiblement, face à ces petits drones qui s'est bien passé, visiblement, personne n'avait pensé à cette alternative. Là-dessus, il n'y a pas le moindre doute. Le problème maintenant, c'est de voir comment et à quel niveau de drone et comment on peut arriver à intercepter ces appareils. Parce que, comme on disait tout à l'heure, à la vanne de Longriff, ça marche pas. On ne pouvait pas tirer un missile parce que c'est trop petit. Alors on pourrait la chevrotine, mais la chevrotine, ça porte à 40 mètres, et s'il est à 60 mètres, eh ben, vous ne les touchez pas. Donc on est face à un problème technique. Il y a une hypothèse qui a été évoquée ici ou là, ce serait que cette opération ait été montée par des services, les renseignements français, justement pour tester la sécurité de l'espace aérien des centrales. Éric Denessé, vous faites la moue? Non, c'est possible. On peut tout à fait, après 2-3 jours de plaisanterie de ce type-là, peut-être qu'un de nos services pourrait tester à son tour en envoyant un drone plus gros. Pendant 2-3 jours, je suis d'accord, mais ça fait 1 mois et demi que ça dure. Donc là, j'ai du mal. C'est très difficile aujourd'hui d'avoir... Je vois pas les services, après la déclaration du ministre de l'Intérieur, faire le soir même, faire un vol comme ça. Ça non, parce que surtout qu'on teste la sécurité. On ne peut pas désavouer le ministre le soir même. C'était évidemment un scénario qu'on a tous pensé au début, en disant voilà, il y a un test qui est organisé, etc. Mais on ne laisse pas EDF, avec l'État actionnaire à 85%, aller porter plainte devant des procureurs. Alors que va-t-il se passer maintenant? On dit qu'il y a une enquête, on va essayer naturellement de trouver les responsables qui étaient à l'origine de cette opération. Que se passe-t-il maintenant dans les heures qui ont suivi il va y avoir deux sortes de réseaux qui vont s'agiter. Il va y avoir le phénomène Ice Bucket Challenge sur Facebook. Donc tous les propriétaires de drones vont s'amuser à voler n'importe où.
Et puis il va y avoir le phénomène au niveau des réseaux un peu plus sophistiqués, style Tor et Oignon, où il va y avoir là où il y a aussi des réseaux sociaux, mais beaucoup plus protégés et beaucoup plus anarchistes, qui vont aussi essayer des trucs et des machins pour voir, et pas seulement au-dessus des centrales nucléaires, j'ai peur. Donc là, je crains qu'on se dirige vers un grand fouillis, parce qu'il n'y aurait pas que les centrales nucléaires à viser. Et s'il y a différents points sensibles du territoire qui sont survolés par des drones, il va y avoir vraiment, pas un effet de panique forcément, mais un grand brouillard et dans lequel il va falloir percer. Et on n'écarte pas le fait qu'une fois que le chaos, ou en tout cas le bazar que vous décriviez prendra forme, que des services étrangers en profitent pour tester. On a vu il n'y a pas longtemps le Hezbollah envoyer un drone en Israël, les Iraniens survoler la centrale de Dimona. Ce sont des choses, tester les capacités opérationnelles de défense des points stratégiques du territoire en France, ça intéresse beaucoup de monde, y compris nos alliés. On fait le tour de toutes les hypothèses. Peut-être que ça peut vous paraître absurde, mais espionnage industriel, des sites français, non, vous l'écartez. On sera tous d'accord. Le crapuleux, il y a eu un chantage à Ebola récemment, le chantage aux centrales nucléaires, payable en bitcoin, c'est ce qui s'est produit pour Ebola en Tchécoslovaquie. Pourquoi pas? Il y a certainement des gens qui y ont pensé. On a évoqué très rapidement, avant le reportage, l'idée de la menace. Vous disiez une faible charge d'explosifs au fond. Ça ne pèse rien et ça ne pourrait pas mettre en péril une installation nucléaire. Il y avait un petit débat entre vous. Oui, il y a débat parce que je comprends tout à fait ce qui a été dit, que le dôme, et l'enceinte de confinement telle qu'elle est ne pourrait pas céder à une charge faible. Nous, on a un vrai problème. On a eu le débat hier avec plusieurs experts sur d'autres plateaux. Clairement, il y avait un accord de tous de dire que nous avons un gros problème aujourd'hui, c'est les piscines d'entreposage. Les piscines d'entreposage du combustible, on peut trouver à peu près 3 fois le volume du cœur dans ces piscines de désactivation. Le principe, c'est qu'on doit en permanence renouveler cette eau pour refroidir le combustible. On a vu à Fukushima que c'était un vrai problème, ces piscines, en dehors de l'accident nucléaire lui-même, les piscines ont commencé à monter en ébullition, sauf que là, elles n'étaient pas fondues ni rien, donc on a continué à mettre de l'eau par en dessus. À partir de là, on a maintenu les combustibles dans une température qui faisait qu'ils n'allaient pas se détruire et aller jusqu'à la fusion. Le problème là de nos centrales aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, les toits de nos piscines d'entreposage sont du vulgaire bardage, et on n'a pas de double enceinte. C'est-à-dire que la piscine est directement derrière le mur, celui que vous pouvez voir auprès donc ce bâtiment BK, le bâtiment du combustible. Et là, clairement, la charge nécessaire est très faible. Très faible. Et s'il suffit de cracher le pareil au bon endroit, à la bonne hauteur, et on peut vider la piscine instantanément. Et là, il y a problème. C'est qu'on peut toujours essayer de ralimenter en ce qu'on voudra en quantité d'eau par en dessus, ce qui est prévu, par contre, en système de secours. Là, si la brèche est importante dans la piscine, on a un problème. Aujourd'hui, on prévoit la vidange des piscines uniquement dans un cas de siphonnage, rupture de tuyauterie, etc. Maintenant, on a un nouveau problème que nous, on a soulevé auprès du haut fonctionnaire de défense depuis des années. Ça reste un sujet qu'on parle avec l'ASN très sérieusement. D'ailleurs, l'ASN a déjà demandé dans les prescriptions post-Fukushima de revoir cette question des piscines en disant est-ce qu'on ne peut pas avoir déjà moins de combustible dans ces piscines, pourquoi pas, les bunkériser. Et je pense que c'est vraiment un vrai problème. Et on avance, si vous le voulez bien, parce que le débat est récurrent. On a déjà commencé à l'évoquer avec vous. Les centrales nucléaires sont-elles suffisamment sécurisées? Les associations écolos ont plusieurs fois réussi à pénétrer dans des installations pour démontrer les failles. Pourtant, les équipements sont placés sous très haute surveillance en permanence, avec notamment des avions de chasse prêts à intervenir sur tout le territoire en cas de menace aérienne. Marie-Laurent et Emmanuel Bach. « 9h40, les sirènes retentissent à La Hague. Alerte au plutonium autour de la centrale nucléaire. Évacuation des salariés, confinement des habitants. Dans un rayon de 2 km, près de 4000 personnes sont concernées. Mais ce n'est ce jour-là qu'un exercice. 2 mois plus tard, autre scénario catastrophe sur le site de Civaux. Le cœur du réacteur menace d'entrer en fusion et c'est la Farn, force d'action rapide nucléaire, qui est à la manœuvre. 300 salariés d'EDF volontaires, prêts à se déployer en urgence dans les 19 centrales françaises. On fait l'hypothèse extrême que les gens sur Civaux ne seront pas forcément en capacité d'intervenir sur Civaux. Ce sont justement des gens de Dampierre et de Bugey, de sites éloignés, qui sont venus donc remettre de l'eau, de l'air, de l'électricité sur Civaux. Le spectre de l'accident de Fukushima, source d'inspiration il y a quelques semaines encore, dans la Meuse.
Simulation au cœur de la centrale, coopération avec les Belges en préfecture. Là, c'est essentiel qu'on ait la même configuration météorologique par rapport à la protection des populations. Cette fois, c'est au risque d'inondation qu'il faut faire face et mettre en sécurité plus de 20 000 habitants. Risque naturel, risque terroriste. Les centrales nucléaires françaises sont-elles sûres? Pas suffisamment aux yeux de Greenpeace qui multiplie les actions coup de poing ces dernières années. Voilà, donc là on est juste en face des réacteurs. Apparemment, on est là depuis pas mal de minutes. Personne ne vient. Chaque fois, c'est la même démonstration comme ici en mars dernier à Fessenheim. Et la même conclusion. Aujourd'hui, on est venu pour montrer que, quel que soit le niveau de sécurité, de toute façon, une centrale, ce n'est pas sûr, ce ne sera jamais sûr. Ce jour-là, certains militants parviennent même à se hisser au sommet du dôme d'un réacteur, mais sans danger majeur, affirme la direction. Les gens ont pu passer effectivement le premier grillage, donc ça c'est un fait. Ce qui est important pour nous, c'est qu'ils ne puissent pas accéder, et c'est ça qu'on peut démontrer aujourd'hui, qu'ils ne puissent pas accéder en fait à la zone la plus importante, à savoir la zone nucléaire. Et c'est ça qui est le principal enjeu. Difficile toutefois de juger de la sécurité des centrales lors de ce type de démonstration, car la réplique des autorités ne serait sans doute pas la même s'il s'agissait de terroristes. Au sol, chaque centrale nucléaire est protégée par de multiples barrières, des caméras de surveillance et surtout par des pelotons de gendarmes dédiés, 900 hommes formés par le GIGN et répartis sur l'ensemble des sites 24 heures sur 24. Le reste de la surveillance et de la neutralisation aérienne relève de l'armée de l'air. La détection aérienne, elle est efficace pour des aéronefs plus importants, comme des petits avions de tourisme, comme des ULM, comme de petits hélicoptères ou des hélicoptères, et évidemment, a fortiori, pour des avions de ligne. Les services de l'armée de l'air font décoller très régulièrement, soit des avions de chasse, soit des hélicoptères, pour venir intercepter les aéronefs qui s'introduisent dans l'espace aérien interdit. Depuis le 11 septembre 2001, la conception même des centrales prend en compte les risques nouveaux. Cette protection rend le réacteur EPR particulièrement résistant aux agressions externes, par exemple à la chute d'un avion de ligne. Dans les centrales nucléaires nouvelle génération dites EPR, dont la première est actuellement en construction à Flamanville, le risque de chute d'un avion de ligne, par exemple, est désormais prévu. L'ensemble des activités fait l'objet à chaque fois d'une évaluation des menaces, aussi bien des menaces malveillantes que des menaces que peuvent représenter la météo, l'environnement, etc. Et à chaque fois, rigoureusement, on prévoit les mesures qui s'imposent. Ça peut être plus d'épaisseur de béton, du fer supplémentaire, ça peut être également la forme géométrique. Bien maintenant, la simulation a fait d'énormes progrès et on est capable de représenter beaucoup mieux l'impact des différentes menaces et de se protéger. Toutes ces mesures concernent les réacteurs, mais des questions demeurent quant au stockage des déchets, eux aussi dangereux et moins bien protégés. Alors, dans le reportage, l'hypothèse est évoquée d'un avion de ligne qui chuterait sur un réacteur. Visiblement, ce serait sans problème pour l'EPR. Mais cette question, qu'arriverait-il à un avion qui survolerait une centrale nucléaire? Il serait arrêté, il y aurait une interception aérienne. Puisque normalement, c'est des zones interdites. Oui. Vous ne pouvez pas survoler une zone nucléaire, comme d'autres zones militaires ou autres, vous ne pouvez pas la survoler. Donc dès qu'il y a un appareil, qu'il soit un appareil privé, un appareil militaire, civil, ce que vous voudrez, dès qu'il y a un appareil qui survole, automatiquement, il y a alerte et il y a intervention de l'armée de l'air pour obliger, d'abord on appelle pour dire sortez de la zone. Par liaison radio, sortez de cette zone immédiatement. Et la deuxième chose, c'est l'interception pour l'amener à atterrir et à ce moment-là contrôler pourquoi Ils ont le temps d'intervenir. Les pilotes de chasse sont en alerte permanente. Et si ça va très vite, mais ça va très très vite. Et il y a des procédures qui sont étudiées. Oui. Il y a une graduation. Il y a une graduation, ça peut aller jusqu'à. Ça peut aller au tir. C'est prévu. C'est prévu. Depuis le 11 septembre, ça a été très largement renforcé. Ça s'appelle les mesures actives de sécurité aérienne. Le tir est prévu et les avions sont armés de missiles bombe guerre. Mais on a eu des discussions très intéressantes avec l'aviation civile dans le cadre justement des mesures post-Fukushima à stress test et dans lequel il y a des discussions sur justement le problème des délais.
Et c'est vrai que... Des délais d'intervention? Voilà, ce qui vient d'être expliqué, c'est la théorie pratique qui devrait se mettre en place. La réalité, c'est que le problème, c'est les délais, et en particulier le fait qu'il faudrait avoir des avions en permanence en l'air et pas simplement en alerte. Il parle d'un quart d'heure sur les délais. Il parle d'un quart d'heure, de délai d'intervention. Alors, théoriquement, c'était 6 minutes à la base. Le calcul avait été fait sur 6 minutes. En réalité, ils s'aperçoivent que c'est pas crédible. Les avions Landivisio, s'ils sont au sol et qu'ils ne sont pas en l'air, ne peuvent pas être à protéger l'usine de La Hague dans un délai des 6 minutes. Or, tous les calculs montrent que les avions qui passent aujourd'hui au-dessus de La Hague à 10 000 mètres, quand on calcule le temps, aujourd'hui, on ne serait pas capable d'arrêter cet avion, sauf, l'armée de l'air d'ailleurs est demandeuse, sauf à ce qu'on lui donne les moyens d'avoir ces avions en permanence en l'air, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Et qui coûterait très cher. Je pense aussi, le délai juste pour finir, sur les histoires des avions qui vont dans l'espace aérien et qu'on intercepte, la réalité, c'est que tous les derniers cas, tous, on a arrêté les personnes quand ils étaient de retour à l'aérodrome et on n'a pas été en délai pour les intercepter. C'est exact. C'est-à-dire que les délais étaient trop longs. Les délais sont clairement... rien ne s'est passé. Il y en a qui sont venus en position de tir. Il y a au moins un avion d'Orange qui est venu en position de tir. Sur Tricastin. Sur Tricastin. Tout à fait. Il est venu largement avant qu'il y ait pénétration. Il est venu en position de tir. Donc il n'a pas tiré parce que manifestement... C'était quoi ce cas particulier? C'était quoi comme avion? Un Allemand qui était perdu. Tout à fait. Un Allemand qui était perdu avec un petit avion de tourisme. Bon, c'est... Mais c'est le cas particulier, tout à fait, exact. Il avait des avions en l'air. Éric Denessé, on a vu dans ce reportage, on nous parle de pelotons du GIGN qui sont positionnés auprès des centrales, des caméras de surveillance. On voit que ce sont des sites qui sont quand même très sécurisés. Quelle est, au fond, au-delà de l'affichage, pour rassurer les citoyens que nous sommes, quelle est la réalité ? La réalité, c'est que globalement, nous sommes bien protégés. Après ça, effectivement, le travail de ceux qui cherchent à pénétrer, qu'on ait affaire à des opposants ou aux services, aux gendarmes spécialisés, on arrive toujours à rentrer. Et je dis heureusement qu'on rentre de temps en temps, parce que si on n'arrivait pas à rentrer pendant 15 ans dans une centrale nucléaire, on ne se remettrait plus en question quant au système de sécurité. Donc on arrivera toujours à montrer qu'il y a des failles. Maintenant, ce qui est problématique, c'est la question... Indépendamment des drones dont on a parlé, indépendamment des avions, c'est qui peut être derrière cela? Bien sûr. Et dans quel but? Parce que quand on réfléchit, on se dit, bon, il y a des provocateurs, il y a des utilisateurs de petits drones ou de gros drones, il y a au-delà de ça des terroristes islamiques, c'est pas leur objectif. Et pourquoi vous évacuez? Parce qu'ils ont suffisamment d'autres cibles, ils ont étudié ça, ils l'ont pas fait, ça présente pas d'intérêt. Par contre, compliqué comme attentat. Voilà. Par contre, ça pourrait avoir une signification forte. On parlait des piscines tout à l'heure pour certaines franges ultra radicales de l'écologie violente. Et encore une fois, nous parlons là de terroristes qui pour l'instant n'a pas frappé en France. Je rappelle que dans les années 70 aux États-Unis, un terroriste 70-80, un terroriste célèbre qui s'appelle Unabomber, qui a pris 250 ans de prison, avait prévu d'enlever une bombe nucléaire tactique dans l'arsenal américain, de la mettre dans la faille de San Andreas, qui est la faille tectonique qui sépare la Californie du continent américain, en espérant, en faisant sauter cette bombe, créer un tremblement de terre, une telle catastrophe écologique que les Américains comprendraient à ce moment-là qu'il fallait construire des maisons en bois, faire des michous et arrêter l'électricité. Donc on a un certain nombre de fous absolus qui pourraient être effectivement capables de ça, parce que pour un terroriste islamique, vider une piscine, alors, pardonnez-moi, petite parenthèse, vous dites des fous, il faut être sacrément organisé quand même pour arriver à organiser Si on vous donne une bombe atomique, vous n'arriverez pas à la faire sauter. Hein. De toute façon. Une arme nucléaire, je suis suffisamment pratiqué, ça ne se fait pas sauter comme ça. Il y a eu un attentat en France, fait par un écologiste radical, et c'est absolument condamnable, mais on se rappellera sûrement à Cress-Malville. C'est-à-dire que ce monsieur s'était procuré, il le raconte dans un livre, d'ailleurs très en détail, il s'est procuré un RPG-7, enfin à l'époque c'était pas tout à fait le même modèle, mais le même genre, par l'intermédiaire de Carlos, le terroriste qui est aujourd'hui en prison, et il a été tiré avant, alors c'était avant que le réacteur ne fonctionne. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui à un moment donné sont intellectuellement, peuvent se mettre dans une situation telle que celle-là. Le problème, c'est l'objet. Pardonnez-moi, je reviens à ce que vous disiez, Éric Denessé. Ce que j'arrive pas bien à comprendre, c'est si ce sont des oiseaux un peu illuminés, isolés, très dangereux, parce que quand on s'attaque à des sites nucléaires, forcément les conséquences sont épouvantables, ou est-ce qu'il s'agit de réseaux terroristes
Ah non, ce sont des réseaux organisés. Ce que tous ces membres de l'écologie radicale qu'on a vu apparaître aux États-Unis, essentiellement autour de deux mouvements, le Front de libération des animaux d'abord, puis le Front de libération de la Terre, finalement ont développé un système qui s'appelle le système Starfish sur leur façon de travailler, dont on s'aperçoit aujourd'hui finalement qu'Al-Qaïda a copié les principes dans ses modes d'organisation. On a affaire à des individus ultra radicalisés, qui ont des organisations de soutien aux prisonniers de guerre, qui sont dans des véritables opérations commando capables d'utiliser des substances bactériologiques. Alors, en tout cas, se faire des idées sur l'utilisation d'armes de destruction massive, c'est ce paradoxe. Et je pense que c'est aussi un signe de nos sociétés développées occidentales. On est capable de produire des excès et des ahuries de cette nature-là. Le problème, c'est qu'ils veulent quoi, Éric Donessé, ces gens-là? Écoutez, vous savez, prenons l'exemple de l'écologie radicale. On va trouver aussi bien des gens venant de l'extrême gauche qui sont convaincus qu'il faut protéger la planète, que d'éléments qui viennent de l'extrême droite qui considèrent que la planète ne peut pas vivre si on a plus de 800 millions d'habitants et qui vont finalement se dire qu'Ebola est une bonne chose, qu'on devrait arrêter les actions d'ONG en Afrique parce qu'il y a trop d'habitants et que tout ça pourra réguler. Il y a des idéologies extrêmement néfastes qui se développent avec des individus qui en sont convaincus et qui sont prêts à passer à l'action. Encore une fois, c'est une minorité, mais on ne peut pas ne pas en tenir compte. Et encore une fois, l'enquête est en cours et on ne sait toujours pas qui est derrière ces survols de centrales nucléaires. On avance, si vous le voulez bien, avec le troisième reportage. Les drones sont devenus des jouets à la mode. Oui, ils sont faciles à prendre en main, à équiper de caméras, d'appareils photo, et leur développement dans le grand public interroge sur les conséquences pour la vie privée comme pour la sécurité. Car on le sait, des drones, quand ils sont aux mains des militaires cette fois, deviennent des outils de renseignement et des armes redoutables. Le monde des drones avec Maxime Boittier, Thomas Buyer et Magali Lacroze. Il va falloir vous y faire. À Noël cette année, pas la peine d'aller au rayon bouquins ou DVD. Pour faire plaisir aux siens, rendez-vous au rayon des drones. On est à la maison, c'est lui et je suis très satisfait et voilà. Mais sinon je voulais voir le nouveau qui a l'air assez bien. Des engins miniatures pilotés à distance et capables de prendre photos et films. Voilà le cadeau espéré sous le sapin dans les prochaines semaines. Ça a déjà fait un carton l'an dernier, là la gamme s'est vraiment étoffée. On a des produits qui correspondent en fait un peu à tous les âges et qui permettent des utilisations très différentes. Effectivement, on s'attend sur cette gamme de produits à un gros succès en fin d'année. De simples jouets populaires pour les plus petits, aux engins équipés de caméras embarquées plus sophistiquées pour les plus grands. On compterait aujourd'hui près d'une centaine de milliers de drones en France. Sur Internet, les images de ces engins survolant les lieux publics se comptent par milliers. Comme ici à Nancy, au mois de mai dernier, où l'un de ces drones survolait tranquillement l'hôtel de ville et la place Stanislas, ou encore ici à Paris, au-dessus du parvis de la Défense, au mépris de la législation. Pour un usage de loisir, en fait, la législation a été dépassée. Justement par ces appareils capables d'embarquer des caméras et les utilisateurs, ne serait-ce que pour de se faire plaisir, de faire de belles images aériennes, diffusent ces images sur les réseaux sociaux. La législation actuelle, si on la suit stricto sensus, ne le permet pas. Mais le drone n'est pas seulement un divertissement, c'est aussi une machine à tuer, une arme prisée par toutes les armées. Aujourd'hui, il n'est plus un conflit sans drone, un allié redoutable capable de tuer à distance. Point de départ de l'expansion du drone, le secteur militaire a ouvert aujourd'hui bien d'autres horizons à ce marché. Les affaires vont très bien. Ce qui est vraiment enthousiasmant en ce moment, c'est que le secteur est en train de changer, de se transformer d'un secteur avant tout militaire en une industrie qui cherche des nouveaux marchés. Nous voyons des avancées incroyables dans l'agriculture, la sécurité publique ou même l'industrie. En quelques années, le marché du drone s'est donc déployé, devenant un indispensable partenaire de nos entreprises et de nos services publics. Ainsi, ERDF utilise aujourd'hui un avion sans pilote comme celui-ci pour contrôler ses lignes électriques et planifier l'élagage des arbres alentours. Il est moins cher, il est moins polluant, il est moins bruyant et en plus, il y a plus de facilité de vol par rapport à l'hélicoptère. Les pompiers ont également leur soldat du feu nouvelle génération. L'IT-180, un drone made in France acheté 240 000 € par les pompiers des Bouches-du-Rhône. Dès que le drone aura sa position GPS, il va t'afficher les cartes autour. Un outil haute technologie,
capable, grâce à sa caméra thermique embarquée, de détecter des sources de chaleur et repérer les personnes en danger. On peut l'utiliser aussi pour des feux industriels. On y met des capteurs. Donc s'il y a des gaz toxiques, comme il y a eu lorsqu'il y a eu le feu de l'incinérateur, il peut entrer dans le nuage toxique et nous ramener les échantillons et on peut les analyser. Également utilisé par nos agriculteurs pour étudier leur sol, ou encore par les archéologues, le drone ne semble pas prêt de s'arrêter en si bon chemin. Aujourd'hui encore dans les cartons, l'idée de faire livrer les colis par un drone futuriste pourrait bien voir le jour dans les prochaines années. Et nous reprenons avec cette question. Avec de tels engins, comment préserver notre sécurité et notre vie privée? Il y en avait un au-dessus de ma maison il y a quelques jours. C'est un problème désormais, parce qu'un drone peut enregistrer des conversations, peut faire des photos à notre insu. Oui, et c'est un des problèmes majeurs des drones, des petits drones, c'est qu'ils vont s'infiltrer dans notre vie à tous, puisque à partir du moment où avec un portable, on peut piloter un petit engin qui va se balader au-dessus de chez le voisin, qui peut aller écouter ce qui se passe ou photographier la voisine. Mais ça veut dire qu'il peut récupérer des données, récupérer des photos, qu'il peut filmer. Mais bien sûr, parce qu'il va faire, et après il va faire revenir, et après ils vont le faire revenir, ils vont le poser, ils vont récupérer les informations. Donc on est dans un autre système. On en est à proposer des drones pour Amazon livrer les colis, pour livrer des pizzas. On vient de proposer quelque chose d'assez intelligent, un drone qui amènerait des défibrillateurs sur place plus vite qu'une ambulance. Donc il y a aucun. Donc ça veut dire qu'il faut faire avec. Il y a parfois des bonnes choses quand c'est utilitaire. Voilà. Il va falloir vivre avec. Il va falloir apprendre à gérer les collisions entre drones parce qu'il va y en avoir beaucoup dans pas longtemps. Vous le croyez vraiment ça? C'est pas un épiphénomène, un phénomène de mode? Les collisions, c'est déjà un gros problème c'était un gros problème pour l'armée de l'air américaine il y a 5 ans en Irak. Les problèmes de gestion de l'espace aérien, parce que tout le monde veut son drone, parce que maintenant vous avez le petit fantassin qui a un drone grand comme ça, qui fait pour aller voir de l'autre côté du mur ce qui se passe s'il n'y a pas un mauvais de l'autre côté. Et tous ces gens-là, chacun a son petit drone maintenant. Il y a des fantassins américains qui se partent avec 5 petits drones pour aller voir de l'autre côté. Et donc l'espace aérien va être encombré. Avant, on était encombré au niveau du sol, mais on se voit et on est en 2 dimensions. Maintenant, en 3 dimensions, on va être encombré sur la très basse altitude, avec tout ce que ça comporte. Alors ça veut dire qu'il va falloir légiférer. Il y a déjà des lois sur l'utilisation des drones. Il y a déjà des lois. C'est très difficile à faire respecter. On peut préciser la loi peut-être, c'est que l'utilisation de drones est interdite en ville et plus généralement au-dessus de l'espace habité pour des raisons de sécurité et de prévention. Et à proximité des aéroports et dans les zones interdites à la navigation aérienne. Et enfin, il y a énormément. Donc ça veut dire que cette personne qui voit un drone au-dessus de sa maison peut le signaler à qui? En disant au secours, il y a un drone au-dessus de chez moi. Oui, elle est protégée. Oui, on lui demandera comme on survole les centrales et qu'on n'arrive pas à les arrêter. Quand on survolait avec nos avions de chasse quelquefois un peu bas des zones pas vraiment prévues, on demandait aux gens de donner l'immatriculation de l'avion. Oui. Alors si pour l'immatriculation d'un drone, ça va être encore plus difficile. Ça va être un peu compliqué. Il y a eu une anecdote, un incident qui s'est produit il y a un mois, je crois. Angela Merkel était en déplacement et un drone est tombé à 2 mètres de la chancelière allemande. Là, on voit le risque d'un drone. Alain Juillet. Si vous voulez, quand là on parlait de charges d'explosifs et autres, alors il est évident que contre une personne, le drone est un moyen de commettre un attentat, c'est évident. Le petit drone peut commettre un attentat, c'est avec une charge explosive. Le problème, c'est le rapport entre la charge qu'on va transporter, ce qui a été évoqué tout à l'heure, et puis ce que vous avez en face, la cuirasse que vous avez en face. Donc, pour une centrale nucléaire, c'est différent. Mais moi, si vous me permettez, je voudrais ajouter aussi une chose, c'est que quand vous avez aujourd'hui, on découvre en définitive au niveau du civil, et avec ces affaires comme celle-là, on découvre le problème du drone, c'est-à-dire de ces petits engins qui peuvent aller survoler et qui ne correspondent plus au système qu'on avait mis en place pour empêcher que l'espace aérien au-dessus d'une centrale, par exemple, puisse être violé par un appareil. Donc il va falloir, et c'est tout le problème maintenant, ça va être de trouver effectivement des solutions, mais très rapidement, des solutions qui vont faire que ce sera plus possible. Alors est-ce qu'il faut... Ça pourrait ressembler à quoi les solutions? Ça peut être tout, ça peut être un missile, ça peut être ce qu'on voudra. Je crois qu'aux États-Unis, il y a un certain nombre d'endroits dans lesquels ont été mis en place, par exemple, des protections laser. Oui, à la base, c'était un système de défense contre les missiles et qui a été adapté au dimensionnement des drones. Exactement. Alors évidemment, ça coûte extrêmement cher,
et ça peut coûter cher à l'État et EDF, mais c'est peut-être le prix à payer demain. Il y a évidemment, on l'a déjà évoqué, les systèmes de brouillage, etc., qu'il faut rendre compatibles avec les systèmes de sûreté des centrales. Ce qui vous me disiez tout à l'heure, pardonnez-moi, juste, vous me disiez tout à l'heure, Alain Juette, dès qu'il y a de l'informatique, et au final, c'est bon, c'est facile à contourner. Oui, c'est-à-dire qu'on peut trouver, si vous voulez, à partir du moment, alors il faut chercher, puisque semble bien que là, il y a eu des essais de brouillage qui n'ont pas marché. Mais indiscutablement, à partir du moment où vous avez une liaison et un appareil qui travaille avec des systèmes informatiques, il y a des systèmes aujourd'hui qui nous permettent actuellement, on peut dans un camion à côté d'une centrale nucléaire regarder sur les écrans ce que les caméras de contrôle des centrales transmettent. C'est-à-dire que c'est un vrai problème. Aujourd'hui, on peut voir à partir d'un camion, on reçoit les images des caméras des centrales nucléaires. Ce qui est terrible, c'est que ça a été pendant longtemps, enfin en tout cas depuis le début, un outil de renseignement très utile pour l'armée, pour mener les conflits sur le terrain, des outils de repérage et des outils d'intervention, évidemment. Quand et puis lutter contre la faim dans le monde. Naturellement. Mais là, est-ce que ça va compliquer le travail du renseignement français? Le fait que tout le monde puisse avoir un outil aussi perfectionné que celui-ci. Ça ne complique pas le travail du renseignement français parce que le renseignement ne fait pas de sécurité. Ça complique le travail des services de sécurité. Mais n'oublions pas deux choses. Les applications sont multiples. Vous le disiez, surveillance des pêches. Mais les organisations criminelles utilisent énormément les drones. Pour faire du renseignement avant un cambriolage, un petit drone sert à ça. Le trafic de drogue aujourd'hui aux États-Unis, à partir de l'Amérique centrale, est testé. Ce sont des petites quantités, mais si on est sûr qu'on fait passer 100 drones par semaine, même s'il n'y a que 15 kilos de charge utile, on déjoue tout ce qui est système sécurité. Et puis il ne faut pas oublier une chose, il ne s'agit pas non plus d'être paranoïaque, mais il y a les drones terrestres. C'est-à-dire que des petits engins qui peuvent entrer eux-mêmes emporter des charges, qui peuvent être déchargés d'un camion, d'un sous-traitant qui rentre sur une centrale. Donc, si on veut jouer à se faire peur, effectivement, il y a tout ce qu'il faut. En vous écoutant, j'ai l'impression qu'on a déjà perdu cette bataille. Mais non, parce qu'en fait, on pas le cas. Vivre avec les drones. Voilà. Vous avez EDF, par exemple, il l'explique. EDF, il commence à surveiller avec des drones, il commence à surveiller leurs lignes à haute tension. Vous avez les compagnies pétrolières qui surveillent les pipelines sur longue distance avec des drones. Bon, les chemins de fer, Guillaume Pépide, il parlait qu'il allait surveiller les voies ferrées, en particulier pour empêcher les vols de métaux. Donc, on voit que c'est un outil nouveau, totalement nouveau, qui peut être très utile, comme ça a été rappelé. Les premières voitures, il n'y avait pas de permis. Il n'y avait pas de permis, il n'y avait pas de code de la route et il n'y avait pas de panneau. On a eu des voitures, on s'est aperçu que ce serait mieux que les gens aient un permis et on a mis en place un nombre de réglementations. Donc là-dessus, je ne pense pas qu'on ait de position ni les uns ni les autres. On est en train de découvrir la progression d'une technologie sur laquelle il faut s'adapter. Dans la vie au quotidien également. En fait, le problème, c'est pas le drone. Le problème, c'est un outil. Après, c'est son usage. Donc comment il va être utilisé, comment il va être réglementé et comment les gens vont respecter la réglementation. Mais quand on voit l'exemple de ce qu'on vit là, on voit bien que c'est pas le problème du drone. C'est parce que c'est des centrales nucléaires, sinon, on évidemment, on en aurait pas parlé. Non, mais on découvre, malgré tout, on découvre que le drone peut être utilisé. Pour l'instant, pardonnez-moi, le drone, c'était les jouets de Barack Obama, pour caricaturer, qui permettaient d'avoir des informations, y compris pour l'armée française, pour taper au Niger un convoi militaire. C'était ça, les drones, pour l'instant. Les drones doivent aller régulièrement. On découvre autre chose, quand même. Les drones, quelque chose de grave avec un drone, soit une collision avec un avion de ligne, parce qu'il y a un crétin qui aura fait voler un drone en approche à Orly ou à Roissy, soit un attentat dans un stade ou autre. Parce que, par exemple, amener un drapeau au cours d'un match Albanie-Serbie, je crois, amener un drapeau au milieu du stade, on peut amener aussi d'autres saletés. Ah oui, ça c'est et là, on aura quelque chose qui sera vraiment visible. Et là, à ce moment-là, il y aura pas une psychose du drone, mais une prise en compte du drone très différente de ce qu'elle est à l'heure actuelle. Pour le moment, le drone, c'est de la GoPro. C'est surtout de la GoPro. Quand on passera de la GoPro à des cadavres, ça sera tout à fait autre chose. Et par ailleurs, je reviens sur l'aspect vie privée qui n'est pas négligeable. Quand vous expliquez qu'on peut capter une conversation, jusqu'à présent c'était réservé au renseignement, c'était pas facile de capter une conversation ou les données informatiques de son voisin, de sa voisine. C'était facile à faire. C'était relativement simple. Vous savez bien que EDF rentre dans les ordinateurs de Greenpeace très facilement et que ça pose pas de problème. Mais chacun d'entre nous désormais peut le faire. Non. Chacun d'entre nous désormais peut le faire. J'en sais rien. Ce que je veux dire, c'est que cette pratique de l'espionnage, on utilise
utilisant de la technologie, que ce soit les drones, que ce soit vous avez tous vu les films en noir et blanc dans lesquels on mettait un micro sur le mur de la chambre pour écouter ce qui se passait de l'autre côté. Donc, je pense pas que ça... Simplement, on doit avoir assez régulièrement des drones qui filment des champs éoliens ou des centrales solaires, et personne va se poser la question, parce que le problème n'est pas l'objet en lui-même, le problème il va être l'usage et la matière en question. Notre problème d'aujourd'hui, qui nous préoccupe, c'est de savoir que ces drones sont utilisés au-dessus d'installations qui contiennent des matériaux radioactifs. Et donc c'est bien à cause de ce problème des centrales et de la radioactivité contenue dans les centrales qui pourrait s'en échapper que le problème se présente. Vous revenez aux centrales, mais malgré tout, on a découvert en discutant les uns les autres que ça posait tout un tas d'autres problèmes de sécurité si c'est utilisé à des fins terroristes ou autres. Allez, nous allons passer maintenant aux questions SMS. Et si c'était juste un bon coup de pub pour les fabricants de drones afin de booster les ventes, ce serait réussi, non? Ouais, mais c'est pas sérieux. Vous y croyez pas à ça? La marque, elle est grillée si elle fait ça. Hein. Non, la marque, rendez compte, si l'enquête de justice montrait que c'est un fabricant de drones qui fait ça, alors comme on vient de le dire, il est mort. On écarte aussi le côté, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, des ados qui voudraient faire une bonne blague. On écarte ça aussi, c'est trop précis, c'est trop organisé. Pas complètement. Plusieurs drones. Pas complètement. On peut avoir un réseau d'adolescents. Il y a un mélange. On peut avoir un réseau d'adolescents qui s'est lancé des défis. Et on va peut-être voir dans quelques jours sur YouTube des séries de vidéos où chacun, voilà, ça, c'est un scénario envisageable. Je ne sais pas quelle est la vérité. Ce que je veux dire, c'est que ce type-là de scénario ne peut pas être écarté. Alors, pas avec la même explication que tout à l'heure. Je suis pas tout à fait d'accord sur l'effet boule de neige qui va peut-être se déclencher, parce qu'au début, c'était pas public. Donc, à partir du moment où c'est pas public, ça veut dire que qui le sort d'ailleurs? Qui le sort? Alors, le tout premier papier, c'est un petit papier dans La Voix du Nord, un journaliste qui apprend par une fuite de la centrale qu'il y a eu un survol. Puis après, on apprend qu'il y a Cattenom par une autre fuite, et là, on commence, nous, à enquêter. Et là, on s'aperçoit qu'il y a eu Saclay bien avant, qu'il y a eu les autres après, etc. Voilà. Peut-il s'agir d'espionnage industriel? Non, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, aucun sens. Vous avez le survol. Alors, si vous voulez, là, il faut bien y avoir. N'importe quel Français aujourd'hui avec Google Maps peut avoir exactement la vision de la centrale qu'aura le petit drone qui survole. Donc ça n'a aucun intérêt. Vous n'avez pas le droit de passer en dessous de 1000 mètres, mais vous avez le droit de passer au-dessus. Donc vous passez à 1500 mètres avec un appareil photo sérieux, vous allez avoir des détails qu'un drone n'aura jamais. Mais le drone peut être utilisé en revanche. C'est pour ça que même le brouillage des cartes Google qui a été demandé au niveau ça n'a pas de sens, parce qu'en plus il y a des images historiques qu'il suffit d'aller chercher et celles-là elles sont pas liées. Alors là, c'est pas une hypothèse. En revanche, le drone pour l'espionnage industriel, oui, ça. Oui, pas dans un cadre. Pas dans un cadre comme celui-ci, mais voilà. Si l'armée est incapable de neutraliser un drone, où allons-nous? Ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. C'est de neutraliser. Mais neutraliser ce genre de petits drones, on n'y arrivera pas. On n'arrivera pas, et s'il y en a beaucoup, on y arrivera encore moins. C'est quelque chose, c'est un objectif qui n'est pas tirable. Très honnêtement, c'est vraiment tirer un perdreau à 500 mètres. C'est pas possible. Je pense qu'on est devant un vrai défi technique. Alors à moins, si on met des moyens énormes, effectivement, si on met des moyens énormes avec des boules laser et un système type Iron Dome israélien, mais il faut voir qu'à Iron Dome, c'est $500 000 pour casser une roquette à $100. On peut en tirer quelques-unes tant que le contribuable américain paye, mais on ne peut pas tirer indéfiniment. Donc brouiller plutôt les zones pour permettre... Le brouillage, c'est valable 5 minutes, mais ça va, le terroriste va utiliser du GPS différentiel, et le GPS différentiel, ça se vend chez les marchands de tracteurs pour le quadrillage des champs. Ça vaut quelques dizaines de milliers d'euros pour le moment. Ça va bientôt baisser. Et à ce moment-là, on a des précisions de l'ordre de 20 cm. Et puis, en l'état actuel des choses, parce que la technologie peut progresser, on peut envisager des drones dotés d'un système de détection restant à la verticale d'une centrale par jour, des drones chasseurs et tueurs de drones. Il y a un dispositif anti-drone qui existe déjà. Non, mais la technologie, dans les années qui viennent, peut nous permettre ce genre d'évolution si la menace se multiplie. On aura des solutions. Visiblement, ce qui surprend beaucoup nos téléspectateurs, c'est le fait qu'on ne les voit pas venir, qu'on ne les entende pas, qu'on ne les voit pas, et qu'on n'arrive pas à les intercepter. Et cette question, sur mon radar, je détecte une mouette et eux ne détectent pas un drone. C'est plutôt inquiétant. Non ? Mais ils le détectent.
C'est pas sérieux. Enfin, il le détecte, mais et alors c'est pas parce que vous avez vu une mouette à 500 mètres que vous allez faire quelque chose à la mouette, à part lui dire que c'est pas bien. Non, mais ça veut dire donc ça que... voudrait dire qu'il y aura des méthodes de détection suffisamment fiables pour pouvoir les détecter. La réalité... Là, ils ont été détectés ou pas? Non. Non, ils ont été détectés quand ils ont été vus. Voilà. Et puis les gens ne se sont pas cachés. Ça, c'est un élément du mystère aussi. C'est quand même qu'il y a des gens qui, visiblement, cherchent à se faire voir. Quand on vient à Pierre-Latte, mais au lieu d'utiliser une vision nocturne, on prend un projecteur pour éclairer par terre quand on tourne autour du truc, c'est qu'on a voulu se faire voir. Mais cette question est vraiment intéressante. Ça veut dire qu'on ne peut pas les détecter. Ils n'ont pas été détectés par un système radar classique. Est-ce qu'il y avait un système radar classique? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais voilà, le problème, un système, vous pouvez, cette personne... Qui voit sa mouette sur son radar. Qui voit sa mouette sur son radar, d'abord, tous les Français n'ont pas un radar chez eux. Non. Il faut quand même voir tous les Français n'ont pas de mouette selon les régions. Ils n'ont pas forcément non plus des mouettes, vous avez raison. Ça marche avec les pigeons ou pas? mais par contre, si vous avez effectivement un système de détection radar ou autre, infrarouge ou autre, vous allez le repérer quand il passe. Mais le problème, c'est bien gentil. Vous voyez passer quelque chose qui est tout petit, et comme on disait tout à l'heure, il faut l'arrêter. Comment vous faites pour l'arrêter? La signature radar d'un drone de ce type-là, avec 4 rotors, à mon avis, elle est du même niveau que celle d'un F-35 américain. On la voit sur les radars. Ça se voit très bien sur les radars, ça, avec des choses qui tournent. Ça se voit à condition que les radars soient disposés sur le plan national avec des vrais moyens. Rappelons-nous qu'actuellement, on a toujours un radar Aladin provisoire depuis 2001 qui tourne sur l'aéroport près de La Haye parce qu'on n'est pas capable d'avoir un radar permanent qui est suffisamment... Il y a beaucoup de questions sur cette émission. On avance. D'abord de petits drones en éclaireur et demain de plus grosses armes. Non, c'est de plus gros armés, pardon. De plus gros drones armés. Je veux dire, le danger, il y a ça d'une part, mais le danger principal, parce que personne ne détectera, c'est quand les évolutions technologiques vont permettre de déguiser les drones en oiseaux. Parce que là, on détecte un drone parce qu'on le voit. C'est déjà fait d'ailleurs, ceci dit. Mais quand vous êtes capable de fabriquer un drone exactement dans une maquette d'aigle, alors bien sûr, il battra peut-être pas des ailes, mais ça veut dire que personne verra qu'un drone passe au-dessus d'une centrale ou d'un autre site. Et puis il y a une chose, vous savez qu'il faut bien regarder. Vous avez vu les photos qui ont été montrées, enfin les films. Un petit drone à 4 petits rotors comme ça. Vous le faites partir. Vous êtes dans un bois, personne ne vous voit. Vous le posez par terre et vous le faites partir. Et puis personne ne va le voir. Non. Bon, si vous avez un engin qui fait 3 mètres ou 4 mètres, il faut le faire décoller en général sur un endroit qui est beaucoup plus vaste, ça part pas comme ça. Et à ce moment-là, attendez, vous le jetez, quand même, il faut quand même qu'il y ait un minimum. J'ai eu l'expérience personnellement de ce qu'on a pu faire au niveau de la Hague. Je vous assure que c'est dans un champ, tranquille. Dans un champ. Voilà. Mais si vous êtes... C'est moins confidentiel, ça paraît classique. Vous pouvez repérer beaucoup plus facilement que si vous êtes dans un bois. Ça n'a pas été le cas et ça ne sera pas le cas. Moi, je pense que là-dedans, si on les a pas vus, c'est qu'ils étaient camouflés. Puis-je détruire un drone survolant ma propriété privée? On n'a pas tellement le droit de tirer à moins de 200 mètres d'une habitation. Ah bon. Oui, la loi, là-dessus. C'est le seul moyen, ça serait de tirer comme... mais la loi est féroce, là. Si vous voulez détruire le drone, il faut tirer à la chevrotine. Donc il faut déjà qu'il passe dans un rayon de 50 mètres au-dessus de chez vous. Or, la loi française dit à moins de 200 mètres. Le on lance-pierre, peut pas tirer. Non, non, même pas. Et l'arc et les flèches, ça marche. Ça marche pas non plus. Allez, pourquoi ne pas interdire ou limiter leur vente? Les drones sont une menace pour la vie privée de chacun et pour la sécurité de tous. Est-ce qu'à un moment donné, cette question a du sens. Pourquoi est-ce qu'on n'interdirait pas la vente de drones si à un moment donné ça pose un problème de sécurité? En 2014 et il y a UPS. Donc, on commandera des drones en Chine, on commandera des drones. Ils seront livrés incognito à la maison. Ils seront livrés éventuellement par drone ou en petit colis. Il n'y a aucun problème. Et on sait fabriquer des drones. Je rappelle qu'Hezbollah fabrique des gros drones. C'est pas difficile à fabriquer. Et modifier encore une fois pour faire un attentat, un vrai attentat qu'on veut réussir du premier coup, modifier un avion d'aéroclub, c'est quand même beaucoup plus intelligent, beaucoup plus facile et beaucoup plus sûr. Vu du côté de celui qui fait l'attentat. C'est ça. Je fais de l'aéromodélisme, on en a parlé tout à l'heure. J'espère que de telles pratiques ne seront pas préjudiciables à notre activité. Comment va réagir le gouvernement? C'est déjà fait. C'est déjà fait. Il y a déjà des restrictions à l'aéromodélisme à cause des drones. C'est sûr. Vous avez répondu à la question de ce téléspectateur. Pourquoi nos centrales nucléaires ne sont-elles pas elles-mêmes sécurisées par des drones de surveillance anti-drone? Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Parce qu'il n'en existe pas, à ma connaissance, aujourd'hui, qui soit capable de le faire encore.
Parce qu'un drone qui peut tenir 20... Parce que si on fait ça, il faut un drone qui tienne entre 12 heures ou 24 heures, si vous voulez, qui va faire du vol automatique. Alors il en faut 10 ou 12 pour les relever. C'est pas si cher, vous avez dit que c'était pas cher. Ça existe actuellement, ça existe en Afghanistan, en expérimentation par les États-Unis, ça s'appelle un ballon. On met un ballon. C'est beaucoup plus intelligent qu'un drone pour mettre au-dessus d'une centrale. Et vous mettez un ballon avec les capteurs qui vont dessous. Il n'y a aucun problème. On peut l'alimenter en électricité avec un câble, un ballon captif. Ça ne pose aucun problème, sauf par très grand vent. Mais il faut bien voir qu'à chaque fois, on a augmenté les niveaux de sécurité lorsque le problème s'est posé. C'est-à-dire que, rappelons-nous... Après Fukushima, après le 11 septembre... Rappelons-nous les PSPG, ces pelotons spéciaux de gendarmerie. Ils ont été mis en place en 2007 suite aux intrusions de Greenpeace dans Dampierre et Belleville. Un test à Flamanville, puis Cattenom, etc. Maintenant, on a des PSPG partout qui sont dus au fait que, il y a un moment donné, une question s'est posée. Donc ça veut dire que ça va aller dans le bon sens et qu'on va sécuriser davantage les centrales. Il faut trouver les solutions et il faut surtout investir. C'est-à-dire que là, pour nous, il n'y a pas que la question du drone, il y a la question de la protection. Et je reviens encore à ma piscine, je suis un peu obsédé par ça. Vous êtes un peu obsédé par votre piscine. Oui, mais parce que c'est un problème fondamental. Il faut absolument qu'on bunkérise. On les voit là sur les images qui sont derrière nous. Ces piscines sont des piscines en tôle. On voit Fessenheim là. Les piscines ne sont absolument pas protégées. Quelle peine encourent les pilotes de ces drones? Est-ce que l'un d'entre vous le sait? C'est prévu dans l'article de loi qui est, je crois que c'est 1 500 € d'amende. 6 500 € d'amende? Je crois. Certains ont été interpellés pour avoir survolé, je ne sais plus si c'est la ville de Nantes, pour avoir fait des photos. Et effectivement, c'est illégal de faire survoler une ville par un drone. Vous avez les 6 500 €, mais vous avez aussi le fait qu'on va vous interdire, dans l'avenir, pour au moins une certaine durée, de voler ou de faire voler quelque chose. Il y a l'utilisation du drone hors cadre légal et puis la mise en danger de la vie d'autrui. Qui est à l'appréciation du juge. Et ça, là, on tombe tout à fait dans un autre registre. Nos gouvernements n'ont pas l'air d'être inquiets. Pourquoi? Est-ce qu'il y a un peu de posture dans cette... Oui, ils minimisent. Enfin, je veux dire, c'est vrai qu'au début, on a eu un peu cette discussion, mais c'est vrai, je ne comprends pas pourquoi on essaye de redire des petits drones, etc., etc. Parce que clairement, parce qu'on est face à un problème, et là, par contre, on est tous d'accord. Je ne comprends pas que Bernard Cazeneuve, par exemple, dise il va falloir les neutraliser, mais on a des systèmes. Il a précisé que nous avons déjà des systèmes confidentiels dont il ne parlera pas pour cela. Tout le monde sait qu'il n'y en a pas. Tout le monde sait qu'il n'y en a pas aujourd'hui. Une petite dernière question. Quelles conséquences aura cette série de survols? Des bonnes conséquences? On sécurisera davantage les centrales nucléaires? On pourrait les doublera cette faille? On pourrait les arrêter. Mettons des éoliennes, on n'aura aucun problème avec les drones. Il suffit d'arrêter les centrales nucléaires, on aura solutionné le problème. Merci beaucoup aux gens et aux autres. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h25. Lundi, vous retrouvez Yves Calvi, 17h50 pour C'est dans l'air. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche pour C'est politique. Mon invité sera François Bayrou. Je vous souhaite une très belle soirée sur France 5. C'est dans l'air et c'est aussi sur France5.fr.